Bonjour à tous, je vais vous parler d'eugénome mais mitochondrial cette fois et de l'analyse de double mutation pathogène de l'ADN mitochondrial et éventuellement ce que ça implique sur la génétique mitochondriale avec des possibles recombinaisons homologues chez l'homme. Alors, l'ADN mitochondrial, vous le savez, c'est une petite molécule d'ADN double brin circulaire qui fait à peu près 16 000 paires de bases et qui a un code génétique spécifique. Et elle a d'autres particularités. L'hétéroplasmie, c'est-à-dire la coexistence de molécules sauvages et mutées au sein d'une même cellule, alors qu'on retrouve peu fréquemment en population générale, mais qu'on va retrouver chez les patients porteurs de mutations pathogènes, avec une corrélation entre le pourcentage de mutations et les dysfonctions mitochondriales. Une hérédité exclusivement maternelle. Et l'autre point qui est intéressant, c'est son taux de mutation qui est beaucoup plus élevé que celui de l'ADN nucléaire, avec une estimation entre 20 et 25 fois plus que l'ADN nucléaire, ce qui en fait un ADN très polymorphe, avec des variants qui sont détectés quasiment sur toutes les bases de l'ADN mitochondrial, et actuellement environ 90 variants pathogènes confirmés de classe 5, impliqués dans un large spectre de pathologies qui peuvent toucher un seul organe ou être plus syndromiques. Et malgré ce taux de mutation très important, il y a dans la littérature très peu de cas de description de co-occurrence de variants pathogènes et essentiellement des variants impliqués dans l'atrophie optique héréditaire de Leber avec une pénétrance incomplète ou, ou associés à des variants de surdité. Donc, suite à la découverte d'un premier cas d'une famille présentant 2 variants d'atrophie optique héréditaire de Leber dans les mutations primaires, on a décidé d'évaluer sur notre cohorte la prévalence des co-occurrences de variants pathogènes, éventuellement en fonction des cas, est-ce que ça a une influence sur le génotype, et puis de pousser sur quels étaient les mécanismes qui permettaient l'apparition de ces co-occurrences. Donc on a recueilli toutes les données de génomes mitochondriaux générés au laboratoire en séquençage haut débit entre 2014 et 2020, donc 4102 individus, donc tout tissu confondu. Et on a sélectionné tous les patients qui avaient au moins 2 variants de classe 4-5 identifiés en séquençage short read. Pour les patients identifiés, on a poursuivi par un séquençage d'exome et un séquençage long read de l'ADN mitochondrial sur PacBio. Donc, cette stratégie elle a permis d'identifier 3 familles avec au total 8 patients, soit 0,2% de notre cohorte, avec en premier élément notre première famille qui avait une des 2 mutations primaires de Leber, donc classiquement reportées dans la littérature. Et puis déjà, ce qui nous avait intéressé, c'est que pour les 2 autres familles, on trouve des mutations qui n'ont jamais été associées dans la littérature et qui sont reportées plutôt dans des pathologies syndromiques et qui sont toutes hétéroplasmiques. La première famille, c'est une famille qui nous avait été adressée pour un diagnostic d'atrophie optique avec le cas index ici présente, qui est une jeune femme de 25 ans qui a une baisse d'acuité visuelle sur le premier œil à l'âge de 19 ans, puis sur le second œil à l'âge de 21 ans, dans un contexte d'antécédent familial chez un oncle maternel qui était sans diagnostic. On a identifié une mutation hétéroplasmique dans le gène ND5, et pour laquelle qui est décrite dans la littérature à l'état hétéroplasmique également, et en parallèle une mutation 3243 sur l'ARN de transfert de la leucine à un faible pourcentage de 7%. Donc, la co-occurrence de cette mutation elle a été retrouvée uniquement chez cette patiente et pas chez ses apparentés. La deuxième famille, elle est également intéressante dans la mesure où il y avait un diagnostic de MERF qui avait déjà été réalisé précédemment chez la sœur de la patiente qui nous était adressée, qui était une patiente de 65 ans qui avait des troubles de la marche, une neuropathie axonale, une intolérance au glucose et une surdité. Et malgré l'antécédent familial, elle a quand même été séquencée on a quand même séquencé la totalité de son ADN mitochondrial et ça a permis de révéler la présence d'un deuxième variant, donc toujours une mutation 3243 sur l'ARN de transfert de la leucine et qui n'a pas été retrouvée ni chez son fils ni chez ses autres neveux. On a voulu essayer de voir est-ce qu'il y avait des variants nucléaires qui pouvaient préposer dans ces familles l'apparition d'un deuxième variant. Alors, on a séquencé en exome, mais malheureusement, on n'a pas trouvé de variant rare dans les gènes de réparation ou de maintenance du génome mitochondrial qui permettaient d'expliquer cette co-occurrence. Et probablement qu'il y a d'autres facteurs de stress, d'oxydants qui peuvent générer ces 2 mutations.
Et puis, dans un second temps, on s'est intéressé au mécanisme d'apparition de ces co-occurrences avec la question, est-ce que les mitochondries déjà mutées sont plus prônes à acquérir un deuxième point de mutation? Et puis, évaluer quelle était la quantité d'ADN mitochondrial sauvage résiduel, parce qu'on sait que ça va influencer le phénotype. Donc pour cela, on a fait un séquençage long read qui a été réalisé donc à Brest et puis dont les données ont été analysées à Angers. Et de manière surprenante, on ne se retrouve finalement pas avec, avec la situation que je montre ici. Donc nous, on avait envisagé deux cas de figure possibles, soit des molécules d'ADN qui sont porteuses de d'une mutation, soit des molécules d'ADN qui sont chacune porteuses isolément d'une mutation. Et finalement, on se retrouve face à quelque chose de beaucoup plus complexe, avec à la fois des molécules d'ADN qui sont porteuses d'une seule mutation, dans des proportions variables, donc là, dans les deux cas, et puis des molécules d'ADN qui sont porteuses des deux mutations, et des molécules sauvages. Donc ça remettait complètement en doute notre hypothèse initiale, et ça nous a fait évoquer le possible mécanisme de recombinaison homologue. Alors c'est décrit dans les mitochondries, largement dans les plantes et chez la levure, mais c'est très controversé chez l'homme, avec actuellement peu de cas décrits. Il y a eu quelques études in vitro qui avaient été réalisées avec des hybrides, mais pas chez des patients. Et donc là, on se dit que c'est peut-être le reflet de mécanismes de recombinaison homologue chez l'homme, et donc ce qui change un peu le paradigme. En conclusion, le séquençage total de l'ADN mitochondrial de manière systématique, il est intéressant, quel que soit le phénotype, et même en cas d'antécédents familiaux, pour améliorer le diagnostic, éventuellement à terme améliorer les corrélations génotype-phénotype, parce qu'on ne sait pas quelle est l'influence de chacun des deux variants dans la présentation clinique du patient, et puis améliorer le conseil génétique. Il y a nécessité de développer des outils bioinformatiques adaptés à leur recherche, parce que nous, on a travaillé seulement sur la partie immergée de l'iceberg avec les variants pathogènes connus, mais il y a probablement plein de co-occurrences de variants plus rares ou plus hypomorphes qu'on n'a pas pu tester jusqu'à présent. Et donc, à la fois des bases de données, donc ça va être le cas avec MitoMatcher, mais aussi des outils de requête. Et puis poursuivre les études des mécanismes de recombinaison homologues chez l'homme. Alors là, on est en train d'essayer d'augmenter notre cohorte de patients en essayant de chercher des patients qui présentent juste deux variants hétéroplasmiques, quelle que soit leur implication en pathologie. Donc, je remercie toutes les équipes du CHU d'Angers, de génétique et de biochimie, notre laboratoire d'accueil et l'Institut Mytho Basque, et puis les équipes du CHU de Brest pour le séquençage long grid.